Donc bonjour, pour ceux que j'ai pas vu ce matin. Je suis Frédéric Camille, je gère l'équipe infrastructure chez Synthesio, qui est une société dans laquelle on utilise énormément Elasticsearch. Je suis utilisateur d'Elasticsearch depuis à peu près 2011 et la 0.17.6. Synthesio, on est le leader de ce qu'on appelle le social listening, c'est-à-dire qu'on a des outils qui parcourent tout Internet, enfin tout le web, aussi bien le web social que des forums, des sites spécialisés, des sites de news. Et on enrichit toutes les données qu'on crawl qui intéressent nos clients avec de l'analyse de langage naturel. On rajoute à la fois de l'analyse de sentiments pour dire si un message est positif, négatif ou neutre. Et on rajoute aussi de la partie démographique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire si un message a été généré par un homme ou par une femme, s'il est plutôt moins de 18 ans, 18-35, plus de 35 ans. Un petit peu tout ça, on a de l'analyse linguistique aussi. Et on a des bureaux dans 4 coins du monde, plus pas mal de gens en remote. Voilà. Elasticsearch chez Synthesio aujourd'hui, c'est principalement 3 clusters, 116 serveurs physiques, avec 271 Tera de stockage, c'est que du SSD. Et on a un peu plus de 7 Tera de RAM à disposition. Parce que Elasticsearch est extrêmement gourmand en RAM. Aujourd'hui, on a à peu près 60 milliards de documents live indexés, c'est-à-dire des documents sur lesquels on fait des requêtes. On en rentre à peu près entre 1,5 milliard et 2 milliards par mois. Voilà. Et on a commencé à utiliser Elasticsearch essentiellement parce qu'on avait de nombreux clusters Galera, c'est-à-dire c'est du MySQL avec de la réplication master synchrone. Et on a commencé à agréger tout ça dans Elasticsearch pour plus avoir à faire des requêtes trans-cluster. Alors déjà j'ai une petite question, qui a de l'Elasticsearch en prod? Ok, sur les gens qui ont de l'Elasticsearch en prod, gardez la main levée. Qui ne fait pas de LK? Enfin, qui utilise Elasticsearch pour autre chose que LK? Non, peut-être tu fais de l'ELK. Ah, d'accord. Qui ne sait pas ce que c'est qu'Elasticsearch? Ou ne connaît pas trop? Ok, bon. Donc Elasticsearch, pour résumer, c'est un moteur de recherche distribué qui est basé sur Lucene, sur lequel ils ont rajouté d'une part toute la notion de distribution et d'autre part une API REST. Voilà. Et pas mal de choses sous le capot. Pour ceux qui l'ont utilisé, c'est Solaire on stéroïde. C'est d'ailleurs comme ça qu'il se présentait au début. Mais avec toute cette partie distribuée. Ce qui permet de faire des clusters qui sont sizés horizontalement et plus verticalement. Donc nous on a commencé à utiliser Elasticsearch chez Synthesio il y a 15 mois maintenant, tout petit peu avant que j'arrive. Et on était parti sur une topologie avec un index global, avec 512 shards. Sur Elasticsearch, le sharding, c'est le découpage d'un index en unités logiques. Le sharding est créé au moment, enfin le sharding est défini au moment de la création de l'index. Il était prévu qu'on indexe par les données par semaine et qu'on utilise ce qu'on appelle le routage d'Elasticsearch par semaine, d'où le très grand nombre de shards. Finalement, on a fait du routage par mois, ce qui fait que 512 shards c'est overkill, mais on pouvait pas réindexer. Donc, et on était parti sur 47 serveurs, ceux de la Debian, Java 8, avec Elasticsearch 1.3, d'abord la 1.3.2 et ensuite la 1.3.9. Voilà. La typologie du cluster elle était relativement classique, c'est-à-dire qu'on avait 2 query nodes qui étaient 2 VM avec 8 Go de RAM, qui servaient uniquement pour l'API HTTP, qui n'avaient pas de données. On avait 3 master nodes pour le quorum, qui étaient aussi de la VM à part. Et on avait 42 data nodes qui étaient des machines physiques, avec du SSD en RAID 0 et 64 Go de RAM. Elasticsearch est un gros consommateur de RAM. Donc 64 Go de RAM, c'est à la fois le minimum vital et le maximum raisonnable pour l'usage qu'on en avait. Donc je l'ai dit, on avait un modèle de données avec un routage par mois.
Donc rapidement, le routage sur Elasticsearch. Donc l'idée, c'est qu'un index est découpé en shards, ce sont des unités logiques qui vont être dispatchées sur tous les nodes, sur tous les data nodes du cluster. Et le routage permet de dire, bah, tu vas me chercher toutes les données qui ont une clé de hash, donc ce qu'on appelle une clé de routage, qui correspond à X, sachant que toutes les données avec une même clé de routage sont dans le même shard. Donc c'est assez pratique, parce que quand on a 40 ou 50 machines, on sait que toutes les données qui correspondent à une même semaine ou à un même mois vont être au même endroit. Sur le papier, c'était plutôt intéressant quand c'était défini. En prod, ça s'est avéré catastrophique. Voilà, on avait pas mal de problèmes. Le premier, c'est qu'on avait des shards qui faisaient entre 500 et 900 gigas chacun. Donc il faut compter à peu près 2 heures pour répliquer un shard sur un node quand on perd le primary par shard. Il était impossible de modifier le mapping parce qu'il aurait fallu tout réindexer. On avait des millions de documents supprimés, donc qui prennent de la place et qui étaient impossibles à supprimer parce que Elasticsearch utilise Lucene, et sur Lucene, j'y reviendrai dans 2 minutes, les segments Lucene, c'est-à-dire les fichiers que crée Lucene, sont immuables. On avait énormément de problèmes de garbage collector avec des nodes qui sortaient en permanence. Et il fallait 3 jours, quand on faisait un upgrade, il fallait 3 jours pour redémarrer le cluster. Parce qu'on ne pouvait pas tout redémarrer d'un coup, donc on fait ce qu'on appelle du rolling restart. C'est-à-dire qu'on va bloquer la réallocation des données dans le cluster, redémarrer un node, attendre qu'il revienne, réautoriser l'allocation. Donc les données vont se rallouer sur le même node, et on passe au node d'après une fois que le cluster est ouvert, c'est-à-dire qu'il a retrouvé toutes ces données. Donc je vais revenir un tout petit peu sur Lucene, très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait Lucene a un système dans lequel il écrit des fichiers qu'on appelle des segments. Il est impossible de déléter parce que ces segments sont immuables. Donc quand on va déléter un document, ou même quand on va updater un document, il va juste prendre le flag deleted, mais il va rester sur le disque. Ce qui posait pas mal de problèmes. Elasticsearch permet de merger des segments Lucene, c'est-à-dire de prendre 2 segments pour n'en faire plus qu'un seul, et se débarrasser au passage des documents deleted. C'est bon pour les performances, c'est bon pour la place. Le problème, c'est que pour merger un shard, pour chaque segment, il faut compter à peu près 2 fois l'espace occupé sur le disque. Quand vous avez des machines d'1 Tera avec des shards de 900 Go, vous ne pouvez plus lancer l'optimisation. Voilà. Pour vous donner l'idée de ce que donne un merge et delete, je vous ai fait une capture d'un outil qui s'appelle Marvel, qui est édité par Elasticsearch, qui permet de monitorer tout ce qui se passe sur votre cluster de manière graphique et conviviale, à condition que vous ayez 4 Go de RAM minimum à allouer à votre navigateur. Donc là, on était sur un index avec 1 milliard de documents qui prenait à peu près 4 Tera de place sur le disque. On a lancé une optimisation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le milliard de documents, on avait 33% de documents deleted. Donc en réalité 1,3 milliard de documents sur les disques. Et un très grand nombre de segments, c'est-à-dire de fichiers à parcourir. Donc là, c'est pareil, dans la configuration, il faut penser que le maximum open file, il va grimper en flèche. Pendant l'optimisation, ce qu'on peut voir, c'est que la taille prise sur le disque est montée à quasiment 6 Tera. Sachant qu'on avait énormément de segments, donc à chaque fois, immerger les segments de la 2. Et au final, on s'est retrouvé avec, alors là, je crois, avec une trentaine de segments au lieu de plus de 2500. On a supprimé tous les documents deleted. Donc, on a. Si 1 milliard, ça fait 4 Tera, un tiers, on a dû économiser à peu près 1 Tera. Ce qui, au prix du SSD, est quand même pas. C'est quand même pas trivial. Puisque chez nous, ça fait une machine. On a réussi à ce moment-là à corriger un certain nombre de problèmes liés au garbage collector d'Elasticsearch qui faisait flapper nos nodes. À savoir que Elasticsearch, vous lui assignez une quantité de RAM donnée pour la Java. Donc généralement 31 Go si vous avez des machines qui en font 64. Pas plus.
Et on utilisait une conf, relativement standard, mais qui faisait que la heap était remplie très très vite. Le garbage collector commençait à passer, et le garbage collector prenait énormément de temps, parfois plusieurs minutes. Du coup, couper le node du reste du cluster parce que Java ne pouvait plus faire que de la garbage collection. On perdait les nodes, on devait redémarrer Elasticsearch, le node revenait, et c'était le node d'à côté qui pétait, et ça durait plusieurs mois comme ça. Donc, les solutions qu'on a trouvées, c'est d'abord, on est passé de mmapfs à NewFS. Ça nous a pas mal changé la vie. On a changé de garbage collector, même si Elasticsearch recommande encore d'utiliser concurrente Mark and Sweep. On est passé sur G1GC qui était en testing sur Java 1.7 et qui est passé en stable sur Java 1.8. Je vais revenir sur G1GC un petit peu plus tard. Et on a mis de l'expiration forcée sur un cache de données d'Elasticsearch qui nous posait beaucoup de problèmes. Donc mmapfs en fait c'est un des storages d'Elasticsearch. L'idée c'est que Elasticsearch va mapper les fichiers qu'il ouvre, donc les fichiers Lucene, sur des pages mmap en mémoire. Sur NewFS, il va mettre en place un shared lock sur les fichiers, donc au lieu de mapper en mémoire, il y a un log partagé, et du coup il ne va pas utiliser plus de RAM ou chercher à allouer plus de RAM que la heap. À 3 pétouilles près, qui sont les threads ouverts par les clients. Mais c'est, on va dire, c'est trivial par rapport à tout ce qui peut bouffer en RAM, puisque c'est 250K par thread. Voilà. Donc avec NewFS, on a arrêté de massacrer le système de mémoire virtuelle de l'OS. On a laissé l'OS faire sa sauce avec lui. C'est sur les conseils d'Arthur Gauthier de Gandhi qu'on est parti sur cette voie, donc je tiens à le remercier. Voilà. Non. Et ça a enlevé pas mal de pression sur la mémoire. À côté de ça, on a changé de garbage collector. Donc on est passé sur G1GC. G1GC, c'est un garbage collector donc assez récent qui a pour principe de passer plus souvent que le concurrent Mark and Sweep, qui est généralement utilisé par défaut par la plupart des trucs Java, et moins longtemps. Il cible d'abord le garbage, et donc il passe, d'où le G1, c'est garbage first, garbage collector. Il cible d'abord le garbage, qui va nettoyer, et ensuite il passe sur le reste de la mémoire. Donc voilà, nous on a fait un tout petit peu de tuning sur à la fois la durée maximum de passage du garbage collector, qu'on est passé à 200 millisecondes au lieu de 100, et sur des intervalles de 1000 millisecondes. Donc en gros, on considère que on va garbage collecter un maximum de 200 millisecondes par seconde. C'est déjà énorme, mais ça nous évite ce qu'on appelle les stop the world. C'est quand la JVM ne fait plus que du garbage collector, n'arrive plus à libérer assez de mémoire, et qu'elle arrête complètement de répondre. Donc voilà. Et on a également tuné les field data. Donc les field data, c'est un des nombreux caches d'Elasticsearch dans lesquels il va mettre beaucoup de données. Le problème, c'est que nous, nos requêtes, elles rapatrient régulièrement plus de 10 gigas de données qu'il fallait faire remonter dans les dashboards de nos clients. Donc, on a mis des choses à faire. Je sais qu'on a mis un circuit breaker à 80% du cache size. On a mis le cache size à 30% de la heap, donc 30 Go de heap, ça fait à peu près 10% de cache size. C'est énorme, mais chez nous c'était nécessaire. Et on a mis un expire à 1 minute, c'est-à-dire qu'on donne une durée de vie du cache d'1 minute. C'est totalement pas recommandé par la DocES, au point qu'ils ont décidé de le deprecated dans une version future. Ça force le vidage des caches internes, c'est moins efficace que le garbage collector, sauf que nous on n'a pas besoin de ce cache, puisque il y a très peu de requêtes qui sont envoyées qui mettent les mêmes données en cache. Donc au final, en théorie, il y a des pertes de performance, nous on s'en est pas aperçu. En revanche, on a arrêté de perdre notre cluster. Donc l'un dans l'autre, c'était plutôt rentable. On a tenu comme ça quelques mois, et on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus tenir en rajoutant 2 machines chaque mois
pour rajouter les nouveaux shards qui allaient prendre 900 gigas. Donc on a tout réécrit. On a tout réécrit et la phase 2, au lieu de faire un index géant dans lequel on mettait les documents et les dashboards dans lesquels il y a les documents, bah, on est parti sur un index par dashboard. Donc aujourd'hui on a à peu près 8200 index. Il y a 10 milliards de documents au total dans ces index et on rentre 15 000 documents par seconde en continu sur à peu près 70 serveurs. Donc la typologie des clusters elle a un tout petit peu changé. On est parti sur 2 clusters qui sont parfaitement ISO avec les mêmes versions. On est en ES 1.7.5 depuis samedi. Si vous êtes en 1.7.4, je vous recommande d'upgrader très très vite. Il corrige un bug sur la gestion de la mémoire qui est assez catastrophique. Donc là on a mis 2 query nodes qui sont c'est une bêtise, c'est pas des VM, c'est des machines physiques. Pareil avec 64 Go de RAM. 3 master nodes physiques. Parce que comme on a énormément d'index, on a besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir gérer juste les index au niveau des masters. Et 30 data nodes par cluster. Avec 64 Go de RAM. Donc comme on fait un indice par dashboard, à la création d'un dashboard, on sait à peu près combien de documents on va mettre dedans. Donc on est parti sur un shard pour 5 millions de documents. Ça fait des shards qui font entre, on va dire, 30 et 40 gigas, donc qui se déplacent facilement, qui se déplacent vite, qui se réallouent vite. Du coup, on n'a plus tous les problèmes de freeze ou de recover qui prennent des heures et des heures et des heures à chaque fois. Du coup, on peut versionner notre mapping, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des améliorations incrémentales du produit, rajouter des éléments dans le mapping, avec le versionnage du mapping, et on va pouvoir indexer plusieurs versions du mapping en parallèle, et switcher le mapping sans interruption grâce à Baldur. Donc Baldur, c'est un truc qu'un de nos devs backend a fait, qui est assez génial. L'idée c'est qu'on va avoir les nodes d'API qui tapent sur ES, qui vont taper sur un proxy qui est juste un OpenResty, c'est-à-dire un Nginx avec un module Lua. On va les récupérer dans une base de données MySQL pour chaque indice, enfin pour chaque dashboard, le cluster dans lequel il est plus la version du mapping. Donc pour l'indexation, si on a plusieurs versions du mapping sur plusieurs clusters, eh ben on va indexer tout tant qu'on n'a pas trashé les anciennes versions du mapping. Et ensuite, on va redispatcher sur le cluster qui contient l'index actif. Est-ce que c'est clair? À peu près? Moi, j'ai pas compris le coup du mapping MySQL. Alors, dans un MySQL, on a une liste de tous les dashboards de nos clients avec le numéro de mapping, la version du mapping associée. Donc, ça permet de savoir si on a migré tel client sur le dernier mapping ou pas, qui permet d'avoir telle ou telle feature. Et on a également le cluster sur lequel est indexé ce client, enfin ce dashboard. On récupère les infos, et à partir des infos qu'on a récupérées, on va pouvoir générer l'URL du backend du proxy. Enfin, le proxy peut générer l'URL du backend sur lequel on tape. Totalement à la volée. Donc, ça permet, il y a du cache, hein, je vous rassure, on ne fait pas à chaque fois qu'on a une requête, on ne fait pas une requête MySQL, il y a un cache, mais ça permet d'upgrader le mapping de manière complètement transparente. Ça permet d'avoir 2 versions du mapping en parallèle, le temps d'indexer le nouvel index, et quand il est ISO, on peut basculer. Donc c'est vraiment bien fait. Et quand on commence à avoir des très gros index, ça nous permet de les déplacer d'un cluster à l'autre, simplement en créant une nouvelle entrée dans Baldur, et en disant, maintenant du coup tu vas commencer à indexer, et ensuite on fait la bascule quand l'indexation est terminée. Donc c'est un truc qui est très smart, quand on a énormément d'index à gérer, et que ce sont des index qui ont un cycle de vie qui peut être assez court. Comme d'habitude, quelques jours, voire quelques heures. Si on s'aperçoit qu'on a commencé à indexer un mapping et que pour une raison ou pour une autre, il y a un truc qui est foireux, on peut très bien du coup créer un nouveau mapping
arrêter les indexations, supprimer les indices qui sont sur le mapping foireux tant qu'on ne les a pas activés, et commencer à indexer sur le nouveau mapping. C'est de l'incrémental. Voilà, c'est de la gestion de version des mappings en live. C'est quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'on crée des dizaines de milliers de segments Lucene sur chaque machine. Chaque machine a entre 250 et 450 indices. Et malheureusement, comme on indexe très très vite, on crée énormément de segments. Parce qu'en plus, Elasticsearch fait du throttling quand on essaie d'écrire trop vite. Et quand il fait du throttling, il va créer des nouveaux segments Lucene pour pouvoir écrire dedans. Donc il va créer des nouveaux fichiers. Ça fait une pression qui est phénoménale sur la mémoire des datanodes qui finissent par sortir. Et le problème, c'est que même en lançant des merges en continu, on est arrivé à un moment où on créait plus de segments qu'on arrivait à en détruire, mais ça a permis quand même un petit peu de calmer les choses et de terminer les indexations avant de lancer un merge sur les index qui étaient terminés. Voilà. Et accessoirement, comme on est obligé d'indexer très très vite parce qu'on avait énormément de données à mettre, il fallait tuner le cluster en live et il y avait énormément de redémarrage des nodes et là aussi ça posait des problèmes parce que il faut le temps de réallouer les données et ainsi de suite. Donc pour ça on a eu quelques solutions. La première, c'est on parcourt en permanence la liste des index et dès qu'il y a des documents deleted dans un index, on va lancer des optimisations à la fois pour libérer l'espace et pour limiter le nombre de segments Lucene qu'on va avoir. Ensuite, on a le nettoyage en continu des vieux index. C'est-à-dire que quand on a activé un index avec un mapping X, on va pouvoir supprimer le même index avec le mapping X-1. Donc ça fait